Alors, bonjour à tous. Pierre-Alex Bombardier de chez De Grand Prix Gélica. Je suis avocat évidemment au sein du cabinet. Je suis avec ma collègue, Maître Marie-Cécile Bodéus. Évidemment, vous êtes là aujourd'hui pour la formation, les frais de condo, de l'établissement des frais à la perception de ceux-ci. C'est une partie importante de la vie en copropriété, évidemment, ces frais de condo-là. On va faire un survol, évidemment, de ce que veut dire un frais de condo, de qu'est-ce qui est un frais de condo, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ensuite, on va discuter de la procédure à suivre pour adopter correctement ces frais de condo-là. Par la suite, de quelle manière ils se répartissent entre les copropriétaires. C'est quoi les facteurs qui vont influencer l'augmentation, la baisse de ces dix frais-là. Quelle option s'offre au syndicat pour tenter de baisser les frais et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a des frais trop importants, qu'est-ce qu'on peut faire? Et également, dernière portion, la perception de ces charges communes-là. Parlant de charges communes, on parle de frais de condo, évidemment, c'est le terme général, mais lorsqu'on parle de frais de condo, on parle de charges communes. Le terme charge commune n'est pas défini au Code civil du Québec, mais il est mentionné à plusieurs reprises et c'est le bon terme. Donc, lorsqu'on parle de frais de condo aujourd'hui, en fait, pendant la prochaine heure, on va parler de charges communes. C'est le terme qui va être utilisé. Donc, ce terme-là, évidemment, répété à plusieurs endroits dans la portion copropriété du Code civil. Vous pouvez, par exemple, aller voir l'article 1064 qui en fait mention directement. Qu'est-ce qu'une charge commune? Donc, évidemment, c'est la question, je pense, principale à laquelle répondre. Donc, une charge commune, c'est tout simplement toutes les dépenses qui sont faites par le syndicat et qui sont nécessaires à la gestion, la conservation et l'exploitation de l'immeuble pour le bénéfice des copropriétaires. C'est extrêmement large ce que je viens de vous dire là. Ça englobe un paquet de notions, mais on est capable de s'aider avec le Code civil du Québec qui, lui, nous donne les exemples de ce qu'est une dépense qui pourrait être qualifiée à titre de charge commune et qui se qualifie en effet comme charge commune. On débute avec un exemple relativement simple. À 1066 du Code civil du Québec, on parle de coûts engendrés pour des travaux pour conserver l'immeuble. Évidemment, on peut penser rapidement à une facture d'un couvreur qui vient faire des réparations au toit parce que le toit coule. C'est tout à fait logique, évidemment, de vouloir conserver son immeuble, d'éviter d'avoir des problématiques à ce niveau-là et de faire des dépenses. Donc ça, c'est une charge commune qui va être par la suite répartie entre les copropriétaires. On va voir plus tard de quelle manière ça l'est. Autre exemple, 1073, élément important également en copropriété, l'assurance. De plus en plus. Absolument, de plus en plus. Le coût des assurances, donc le montant que le syndicat va payer à l'assureur, c'est une dépense qui se qualifie à titre de charge commune parce qu'évidemment, c'est fait au bénéfice de tous. Autre exemple, et ça va être mon dernier, il y en a plein d'autres. 1085 nous parle de frais relatifs à la gestion de l'immeuble par un gérant. Donc, plusieurs d'entre vous qui sont en copropriété avaient un gestionnaire. C'est une charge commune, c'est une dépense qui est faite au bénéfice de tous, évidemment, pour pouvoir conserver votre patrimoine commun. Donc, c'est ce type de dépenses-là qui sont qualifiées à titre de charge commune. Je pense qu'il est important également de mentionner, parce que souvent, on va parler de charge commune, de cotisation spéciale. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? La cotisation spéciale, essentiellement, puis on va parler de la façon dont est adoptée la charge commune, mais la cotisation spéciale, c'est une charge commune qui est adoptée entre les deux budgets. Donc, lorsqu'on a un besoin criant d'argent, on a un fonds de prévoyance, un compte courant, un fonds d'auto-assurance qui n'est pas garni, on a une dépense qui s'en vient le jour d'après, il faut qu'on cotise rapidement nos gens. C'est ce qu'on appelle une cotisation spéciale. Mais l'impact légal des deux termes est le même. Donc, c'est les mêmes dépenses, mais à des moments différents. Donc, ça, c'est important de le comprendre également parce que, et là, ça m'amène à mon deuxième point. On pourrait en fait résumer la charge commune comme étant la résultante d'un budget. En fait, de façon générale, là, quand vous vous posez la question, si les montants que vous réclamez, la cotisation que vous faites, fait partie d'un budget qui doit être assumé par l'ensemble des copropriétaires selon la quote-part, c'est une charge commune. Alors, tous les éléments que vous retrouvez dans vos budgets, que ce soit le budget de fonctionnement, comme les frais d'électricité, les frais de déneigement, tous les frais qui se retrouvent dans votre fonds de fonctionnement ou votre fonds de roulement, ça fait partie des charges communes. Il en est de même des montants qui sont cotisés au fonds de prévoyance. C'est en fait un truc assez facile là, pour déterminer si c'est une charge commune ou non. Et qu'est-ce qui n'est pas une charge commune? Parce que ça également, c'est une question qui est importante. Et la qualification de charge commune vient avec des conséquences juridiques importantes, surtout, puis on en parlera plus tard, au niveau du recouvrement avec l'hypothèque légale et autres. Est-ce qu'une pénalité, c'est une charge commune? Donc ça, c'est une question qu'on se fait poser à longueur de journée. La réponse, c'est non. Une pénalité n'est pas une charge commune.
malgré que vous le voyez souvent dans vos états de compte, il y a c'est la pratique dans malheureusement plusieurs syndicats où dans l'état de compte, on va mettre non seulement charge commune, cotisation, mais on met les pénalités. Mais la pénalité n'est pas une charge commune. Et c'est très important parce que lorsqu'on va être le temps de faire le recouvrement, j'en discute rapidement, mais on va vouloir inscrire possiblement un avis d'hypothèque légale, on ne pourra pas le faire au niveau de la pénalité. Cette pénalité-là, c'est une créance que le syndicat a par rapport à un copropriétaire X qui est de niveau personnel. Donc, ce n'est pas lié à son bien immobilier. Par exemple, lorsqu'on a une vente, on ne peut pas dire à titre de charge commune, il y a également les pénalités qui doivent être payées. C'est séparé, c'est lié à la personne et non au bien. Donc, oui. D'où le parallèle avec le budget que je faisais tout à l'heure. Alors, la pénalité, elle n'est pas due par tout le monde en fonction de la quote-part, elle est due par un copropriétaire en particulier, ou des fois même un groupe de copropriétaires en particulier, et non pas par la collectivité. Donc, elle ne se qualifie pas encore là de charge commune. Absolument. Et il y a également un cas de figure sur lequel on est malheureusement toujours un peu challengé, mais la réponse est claire. C'est-à-dire que lorsqu'on a une déclaration de copropriété qui vient nous dire la pénalité est une charge commune, les gens vont nous dire oui, mais c'est écrit à ma déclaration, c'est une charge commune, je peux mettre un avis d'hypothèque légale. La réponse, c'est non. Et la Cour est venue le dire dans l'affaire Desjardins contre les parcs Jarry. On ne peut pas interpréter ça de cette manière-là. Une clause qui va dire que la pénalité est une charge commune est abusive. Donc, ce n'est pas une clause qui est valide. Au moins, on ne les voit presque plus, ces clauses-là. Ce sont des clauses qui faisaient partie des plus vieilles déclarations de copropriété. Dans les nouvelles versions, on n'a quasiment plus ce genre de clauses qui prêtaient complètement à confusion. Mais j'ai une question pour toi, Pierre-Alexis, qu'on a souvent. Est-ce que les frais d'avocat payés par le syndicat sont des charges communes? Souvent, ça fait l'objet de débats judiciaires sur cette portion des frais. La réponse, c'est non. Ce n'est pas les charges communes. Donc, c'est au même titre que des pénalités. Sauf ça, on les retrouve dans les états de compte, malheureusement, mais ce ne sont pas des charges communes. Donc, pas possible d'inscrire sur l'avis d'hypothèque légale le montant qui est dû à titre de frais extrajudiciaires. Par contre, petite nuance, lorsque le syndicat encourt des frais juridiques, donc des frais d'avocat pour se défendre, les frais qu'il va encourir d'avocat vont faire partie de son budget. Absolument. Ils vont donc être cotisés selon et ils vont devenir donc des charges communes. Donc, d'où le copropriétaire qui se fait poursuivre ou qui poursuit va devoir, par ses charges communes, par ses frais de condo, payer la portion des frais d'avocat de l'avocat du syndicat de copropriété. Absolument. Et un autre type de clause qu'on retrouve souvent, puis qui est évidemment, c'est encore assez récent, cette discussion-là, mais la clause d'imputation des charges. Donc, clause d'imputation des charges qui vient nous dire essentiellement, puis vous allez le retrouver dans vos déclarations, parce que ça, il y en a encore quand même pas mal de ces clauses-là. Ce qu'on vient dire, c'est que tout paiement effectué par un copropriétaire au syndicat est imputé d'une certaine façon dans un ordre préétabli. Habituellement, ce qui est prévu avec ces clauses-là, c'est qu'on commence par honoraire professionnel, pénalité, intérêt, on termine par les charges communes. Et ce que la Cour est venue nous dire récemment, c'est qu'il faut être prudent avec ce type de clause-là, parce qu'évidemment, puis on prend l'exemple des pénalités qui ne seraient pas reconnues par le tribunal, qu'il n'y aurait pas eu un jugement en disant effectivement la pénalité est due, ce n'est pas nécessairement une pénalité qu'on va pouvoir réclamer avant la charge commune. Donc, il faut être très prudent avec ces clauses-là. En fait, ce sont des clauses qui sont relativement assez nouvelles. En fait, du moins, c'est assez nouveau que les tribunaux statuent sur ces clauses-là. Et ils n'ont pas encore de façon très claire statué sur le fondement de ces clauses-là. Ils ont plutôt été dans l'application et la détermination par le syndicat qu'il s'agit d'une charge commune. En fait, ce qu'on ne veut pas, ce que tout le monde essaye d'éviter, c'est que le syndicat ne crée des charges communes qui, dans le fond, n'en sont pas. Alors, la définition de la charge commune, elle est de par sa nature et il n'appartient pas à personne de la créer de façon artificielle. C'est un peu le message que nous envoient les tribunaux. Une fois qu'on s'est dit qu'est-ce qu'une charge commune, qu'est-ce qu'il n'y en est pas une, de quelle façon ça peut être adopté par un syndicat, et vous, à titre de copropriétaire, à quoi vous devez vous attendre lorsqu'on vous réclame des charges communes, c'est quoi les procédures à suivre? Peut-être que je vais rien apprendre à plusieurs d'entre vous parce que je comprends qu'on a des gens qui sont déshabitués, mais il y a tout de même un schéma à suivre pour que ça soit
faites légalement. Donc, les charges communes, évidemment, font partie des budgets. Donc, c'est un budget qui est préparé avec les différentes dépenses qui vont être faites par le syndicat. De ce budget-là, évidemment, va ressortir une quote-part pour chacun des copropriétaires. De quelle manière le budget est adopté par le syndicat? Ça, c'est une question qui revient souvent, même si ça peut sembler acquis pour certains. Le budget n'est pas adopté par l'Assemblée. Donc, le budget, c'est bien important de le savoir, est préparé par le conseil d'administration, qui, lui, a l'obligation, et c'est ce que nous dit l'article 1072, de consulter l'Assemblée des copropriétaires en présentant un budget prévisionnel. Donc, évidemment, le joint à son avis de convocation, transmis dans les délais. On en discute en Assemblée. Les gens peuvent poser des questions, faire valoir leur opposition. Ça fait partie de la consultation. Mais il n'y a pas de nécessité d'avoir une approbation de l'Assemblée. Et c'est même possible d'avoir un vote consultatif. C'est une bonne façon de faire cette consultation-là du budget. Certaines des déclarations le prévoient, l'obligent même, mais ça ne fait pas en sorte que le conseil d'administration est lié par cette décision de l'Assemblée-là. Ça permet d'avoir le pouls de l'Assemblée pour lorsqu'on termine cette Assemblée-là, le conseil d'administration nouvellement élu ou réélu s'assoit et se dit, bon, parfait, c'est quoi la décision qu'on prend avec le feeling qu'on a eu à ce niveau-là avec l'Assemblée? Prend une décision, doit la consigner par écrit, soit par procès-verbal, soit par résolution unanime de tous les membres. On la transmet dans les 30 jours à tous. Une fois que c'est fait, on transmet un avis des cotisations à chacun des copropriétaires. Ça, c'est la bonne façon d'établir un budget et d'aller chercher, évidemment, c'est ce qu'on appelle les frais de condo. C'est de cette manière-là que sont créés les frais de condo. De pouvoir aller les exiger, parce que souvent, il y a une étape dans tout ça qui est escamotée par tout le monde, et c'est la dernière. C'est en fait la résolution du conseil d'administration qui va fixer ce budget-là. Alors souvent, les syndicats de copropriété, les conseils d'administration vont un petit peu mélanger les étapes ou vont les faire tout en même temps. C'est-à-dire qu'on prépare le budget, on l'envoie avec les copropriétaires, aux propriétaires avec l'avis de convocation, on fait l'assemblée et on dit aux gens, venez en assemblée avec vos chèques. Oui, donc, disant clairement que la dernière étape, on ne va pas la faire, là, on va tout faire ça en même temps. Alors, il y a donc une consultation qui se fait à l'Assemblée, mais il doit y avoir, après cette Assemblée, la décision du conseil d'administration. Parce que si on vient dire que le vote est consultatif, donc on prend le pouls de l'Assemblée, qu'est-ce qu'elle nous a dit, l'Assemblée? Est-ce que l'Assemblée, ce qu'elle nous a dit, nous amène à changer d'idée ou nous amène à confirmer la proposition de budget? Et on peut y aller même à l'extrême, Pierre-Alexis, où on aurait un conseil qui irait contre ce qui s'est fait dire dans le cadre de l'Assemblée des copropriétaires et viendrait fixer différemment le budget. Donc, cette étape de fixation définitive du budget, postérieurement à l'Assemblée, elle est essentielle. Et souvent, quand on entreprend des recours pour aller le chercher, on s'aperçoit dans notre ligne de temps là, que cette étape-là, on ne l'a pas vraiment. Alors, on a l'Assemblée, on a ensuite un état de compte qui est envoyé, mais on n'a pas la résolution du Conseil. Alors, faut le mettre dans nos bonnes pratiques si on veut s'assurer de pouvoir aller exiger par la suite les charges communes. Parlant également des étapes qui sont escamotées dans ce schéma-là qui doit être utilisé, il y a également celle de la consultation. Donc, dans certains cas, puis ça a fait l'objet de certains jugements à la Cour où la copropriété n'était pas consulter par rapport, puis là, on parle surtout dans les jugements qui ont été traités de cotisations spéciales. Donc, on a besoin d'argent demain matin, 70 000, on est 12, on coupe en 12 de 70 000, on réclame à tout le monde, on envoie des avis, on n'a consulté personne. Cette étape-là, ce que la Cour est venue nous dire, c'est qu'elle est essentielle à la validité et c'est même pour un conseil d'administration de ne pas aller faire cette étape-là. Un peu dangereux parce que c'est possible. On doit faire de la consultation. Absolument. Preuve qui se fait habituellement par le procès-verbal de l'Assemblée qui, lui, vient dire, bien évidemment, je l'ai présenté à tout le monde et l'avis de convocation dans lequel également la cotisation projetée est présentée. Donc, également, Marie, il y a la portion, une fois qu'on s'est dit la procédure à suivre, de quelle manière chacun des copropriétaires doit s'attendre à payer le montant du budget des frais totaux de la copropriété. Alors ça, c'est une facile, parce que la loi ne nous donne aucune flexibilité. Donc, on reçoit le montant du budget. Ce qu'on va devoir payer, c'est la valeur relative, la quote-part que nous représentons. Donc, notre fameux pourcentage qui est prévu à la déclaration de copropriété. C'est la seule façon
qu'a le syndicat de pouvoir cotiser en vertu du budget. Alors, même si on prenait une décision en disant, écoutez, là, pour telle et telle dépense, là, on va se facturer ça, on va se diviser ça en parts égales, ce n'est pas possible. La façon dont c'est réparti, c'est selon la quote-part. Alors, plus vous êtes important dans la copropriété, quand je dis important, c'est important en pourcentage, donc plus votre unité elle est grande ou plus vous avez d'unités dans l'immeuble, plus vous avez un pourcentage important, plus de façon parallèle, vous allez voter de façon plus importante que les autres, mais vous allez également payer plus que les autres également. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, le principe de base, évidemment, il y a des situations d'exception comme tout le temps, il y en a en droit et c'est pas exception à la règle dans ce cas-là. En fait, évidemment, on a 1064 qui vient nous prévoir le principe de base que tu viens de nous mentionner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme différence entre ce qui est de l'entretien? Parce qu'évidemment, il y a des charges qui sont dues pour les parties communes, mais il y a des charges qui sont dues également pour les parties communes d'usage restreint. Et ça aussi, ça vient poser une certaine complexité, là. Alors, autre bête noire des conseils d'administration, qu'est-ce qu'on fait avec les maudites parties communes à usage restreint qui sont source de questionnement continu pour les conseils d'administration et pour les copropriétaires? Alors, peut-être 2-3 mots sur ce qu'est une partie commune à usage restreint. Ce sont en fait des espaces qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à la collectivité, mais dont nous avons l'usage exclusif. Alors, les exemples évidents, le balcon, les fenêtres, la porte d'entrée de mon unité, ce sont les exemples qu'on retrouve là, dans pas mal tous les immeubles détenus en copropriété. Alors, pour ces espaces-là, dont l'usage m'est réservé, la loi vient nous dire que je suis responsable des frais d'entretien de ces espaces-là, puisqu'il n'y a que moi qui les utilise, il n'y a que moi qui vais payer pour les frais d'entretien. Par contre, lorsqu'on va parler de réparation majeure et de remplacement, alors, réparation majeure et remplacement, ça vous dit tout de suite, ça vous sonne tout de suite fonds de prévoyance. Hein? On va tomber dans la question des fonds de prévoyance. Lorsqu'on parle de réparation majeure et de remplacement de ces parties communes à usage restreint, la loi vient nous dire 2 choses. Si notre déclaration de copropriété ne prévoit rien de spécifique, le syndicat de copropriété va assumer ses charges de réparation majeure et de remplacement à même les sommes qu'il cotise au fonds de prévoyance. Si par contre, notre déclaration de copropriété va pouvoir prévoir spécifiquement que ces réparations majeures et ces remplacements de parties communes à usage restreint sont à la charge exclusive des copropriétaires qui en bénéficient. Donc, il faut vraiment porter une attention à la lecture de la déclaration de copropriété et de ces fameuses clauses-là qui se retrouvent en fait dès le début d'une déclaration de copropriété. Là, notez ça autour de l'article 21 à 24 de votre déclaration de copropriété. Vous allez retrouver ces dispositions-là. Alors, ces dispositions-là, elles doivent évidemment être maîtrisées par le conseil d'administration ou le gestionnaire qui a la tâche de constituer le budget, puisque ça va avoir un impact immédiat sur la cotisation puis le frais de condo qui vont en résulter. Moi, ça m'a une question pour toi, Marie. Qu'est-ce qui arrive lorsque notre déclaration ne prévoit pas, par exemple, on a un balcon, les gens s'en occupent évidemment de l'entretien courant. S'il n'y a rien qui est prévu, c'est le syndicat qui s'occupe de remplacer au complet. Mais on a plusieurs balcons à remplacer au complet dans le futur. Puis, en titre de copropriété, on veut que ce soit les gens qui en ont le bénéfice qui assument les frais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce moment-là quand ce n'est pas prévu à la déclaration? On peut toujours modifier notre déclaration de copropriété. Donc, on peut toujours prévoir après, donc a fortiori, après la publication de la déclaration de copropriété, que ces frais-là vont être assumés par le propriétaire qui l'utilise seulement. À ce moment-là, on va voter un projet d'amendement à la déclaration de copropriété. Comme c'est un amendement à la déclaration, on va avoir un vote sous 1097 du Code civil du Québec, c'est-à-dire un vote à la faveur de plus de 75% des voix des copropriétaires présents ou représentés en assemblée. Donc, c'est possible,
c'est toujours un petit peu plus difficile de faire cette modification dans le courant de la vie de la copropriété et c'est toujours un petit peu plus difficile aussi de faire cette modification-là au moment où il faut débourser des sommes, parce que vous comprenez que les gens qui sont directement impactés vont avoir tendance à aller voter pour la situation qui va leur coûter moins cher en bout de ligne. C'est ainsi que c'est. Absolument. Une fois qu'on a la répartition qui est claire, je pense, il y a également différents facteurs qui affectent la vie en copropriété. Qu'est-ce que, d'après toi, Marie, pourrait en fait être les facteurs qui expliquent l'augmentation des frais en copropriété, surtout à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, ben, c'est partout. Hein? On a juste à ouvrir la radio, puis c'est partout. Alors, le coût de la vie augmente, tout augmente. Les frais de condo suivent le même chemin. Hein? Si tous nos frais de base en copropriété augmentent, notre assurance augmente, notre électricité augmente, nos travaux augmentent aussi, forcément, nos charges communes augmentent. Alors, actuellement, je vous dirais, quand je vois des budgets de certaines copropriétés qui n'augmentent pas là, dans les dernières années, je trouve ça suspect parce qu'il y a certainement un manque à gagner quelque part puisque tout augmente, ils doivent suivre cette augmentation-là. Donc, les frais courants, les travaux, évidemment, que doit faire une copropriété. Donc, une copropriété qui se retrouve dans une période de gros travaux, parce qu'il y a un retard à faire ou parce que tout simplement elle est due pour faire des gros travaux, va voir ses charges augmenter. Des litiges, malheureusement, parlons contre notre paroisse, des litiges font augmenter le montant des charges communes puisqu'il faut bien payer les différents intervenants, que ce soit des experts, que ce soit des avocats. Alors, de façon régulière, actuellement, c'est certain qu'année après année, pour le moment où nous sommes, les frais de condo, les charges communes augmentent, malheureusement, comme tout, je dirais. Puis aussi un élément, je pense qu'on peut noter, c'est les nouvelles législations relativement au condo, parce que je pense qu'avant, pré-projet de loi 16, il y avait évidemment moins d'obligations, donc moins de coûts à aller engendrer pour répondre à toutes ces obligations-là. Exact. Puis, je ne voudrais pas reparler encore de nos fameuses attentes qu'on a des dernières mises en vigueur de la loi concernant l'établissement du fonds de prévoyance. Et ça aussi, ça va avoir un impact évidemment important sur les charges et sur les cotisations des copropriétaires, la journée où vraiment l'obligation va être de suivre les études de fonds de prévoyance et de mettre, d'obliger à la dépense telle qu'elle est prévue à l'étude. Donc, ça aussi, un impact à prévoir important. Donc, tu as raison, les dispositions, les nouvelles dispositions législatives dans les dernières années ont amené et continuent d'amener des augmentations des fardeaux sur les copropriétaires. Puis est-ce qu'on peut penser peut-être à des stratégies pour les copropriétés pour tenter de réduire ces frais de condo-là? Alors, actuellement, c'est très difficile pour une copropriété d'arriver avec un budget plus bas que l'an dernier, tout simplement avec les augmentations régulières qu'on voit. Par contre, une copropriété qui va détenir, par exemple, ou qui va faire un entretien rigoureux, qui va mettre sur place des plans préventifs, je parle notamment aux dégâts d'eau, par exemple, aux différents sinistres qui peuvent avoir lieu, va avoir à la longue un impact sur son budget parce que moins de sinistres, moins d'augmentation d'assurance, moins d'augmentation de franchise d'assurance aussi, donc ce qui veut dire moins de dépenses également. Gérer les travaux adéquatement aussi, hein, des bons plans de travaux plutôt que des travaux de patchage à gauche puis à droite qui ne font qu'augmenter le coût. Alors, c'est principalement là-dedans que les syndicats devraient aller, dans une prévention pour essayer, à tout le moins, je vous dirais, de limiter les augmentations de charges communes. Également, parlant de limitation, il y a toujours cette question-là qui revient, puis souvent en Assemblée, d'ailleurs, dans les derniers temps, j'en ai eu beaucoup de ces questionnements-là. Est-ce qu'il y a possibilité de faire investir l'argent que le syndicat détient? Ça, c'est une question qui évidemment revient, puis ça fait quelques fois qu'on en discute également dans les SPI de condo.
On avait même fait, je pense, un speed condo là, qui doit encore être disponible vraiment là-dessus, là, sur l'investissement. Alors, ça, c'est possible. Je vous dirais aussi que c'est toujours possible d'hypothéquer, de faire des emprunts pour un syndicat de copropriété. Maintenant, un emprunt, ce n'est pas magique non plus. L'argent, il vient de quelque part et il faut le rembourser. Donc, il faut le rembourser via les charges communes. Alors, ce sont des avenues qui peuvent être envisagées. Puis si il y a plus de questions là, sur cet aspect-là, vous pourrez aller consulter là, les formations spécifiques qu'on a fait à cet égard-là, mais ce seraient des avenues qui pourraient éventuellement être à considérer aussi. Une grosse portion, évidemment, de ce qu'on vous dit là, on sait c'est quoi une charge commune, on sait comment l'établir, on sait comment la répartir, et on sait également ce qui la cause et comment on peut peut-être tenter de la contrôler. Mais il reste cette problématique-là qui est de tout temps en copropriété, c'est le manque de paiement de certains copropriétaires qui, pour diverses raisons, personnelles ou autres, ou même certains ont des conflits avec la copropriété, donc souhaitent ne plus payer, vont faire opposition à ces cotisations-là qui leur sont demandées. Et là, le Code civil puis la loi donnent de gros outils aux syndicats de propriété pour aller chercher l'argent. Oui, principalement 2 outils, deux avenues qui s'offrent aux syndicats de copropriété. Le premier, qui est le recours hypothécaire, donc qui est, je pense, très bien connu de nos auditeurs cet après-midi. Alors, vous savez que le syndicat possède le droit d'inscrire sur l'unité du copropriétaire en défaut depuis plus de 30 jours un avis d'hypothèque légale. Cet avis d'hypothèque va garantir les sommes qui sont dues, les sommes qui seront dues jusqu'à la fin de l'exercice en cours et les sommes qui seront dues pour les 2 exercices financiers à venir. Le syndicat peut également exercer ses recours hypothécaires. Donc, préavis d'exercice, ultimement recours judiciaire qui va viser cette fois-ci la vente de l'unité du copropriétaire en paiement des charges et des frais qui sont dus par ce copropriétaire. Donc, il y a un processus hypothécaire, un droit hypothécaire qui est prévu et qui est octroyé au syndicat de copropriété sans aucune autre formalité que celle-là. Il y a également les recours que je vais dire ordinaires, les recours plus connus, donc un recours directement en recouvrement de sommes. Souvent, ce sont des recours qui sont déposés à la Cour des petites créances, puisqu'on se retrouve souvent à des sommes inférieures à 15 000 $. Donc, un recours qui peut être déposé directement par le syndicat de copropriété à la division des petites créances. Actuellement, le principal inconvénient, c'est la durée entre le moment où on va déposer notre demande et le moment où il va y avoir un jugement. Alors, je ne vous fais pas de grandes annonces aujourd'hui. Vous le savez que les délais des tribunaux judiciaires se sont accrus également dans les dernières années. Alors, on peut parler d'un espace de temps de 2 ans là, entre le dépôt de la procédure et le jugement. 2 ans pendant lesquels le syndicat va devoir assumer ce manque à gagner-là. Troisième option aussi, c'est le cas de la vente. Le propriétaire qui est en défaut et qui vend, vous savez que les syndicats de copropriété sont avisés, sont contactés lorsqu'il y a une vente par le notaire instrumentant qui leur demande justement est-ce qu'il y a des charges qui sont dues et c'est le moment pour le syndicat de réclamer et de récupérer aussi ces sommes-là lors d'une vente. Je vais terminer par contre cette section-là en parlant d'un élément qui est excessivement important et qui est problématique en copropriété, c'est la prescription. Les charges communes, tout comme toute somme qui est due en matière de droit civil québécois, est soumise à la prescription. C'est-à-dire que si le conseil d'administration ne fait rien pendant un délai de 3 ans, ces sommes-là ne sont plus dues. Alors, vous imaginez la responsabilité que peuvent encourir certains conseils d'administration qui négligent d'entreprendre les recours nécessaires en temps opportun. Alors, c'est 3 ans de la date à laquelle elles sont exigibles. Donc, s'il n'y a pas de recours judiciaire entrepris dans un délai de 3 ans, ces sommes-là s'éteignent tout simplement
et devront être assumées par le reste des copropriétaires. Et dans certains cas, ce sont des sommes assez importantes. Puis ça nécessite également, Marie, un suivi serré parce qu'évidemment, cette exigibilité-là, elle est différente pour chacun des montants qui sont exigibles. Exact. Donc, c'est un 3 ans qui repart à chaque mois. À chaque mois. Donc, à chaque mois, le syndicat perd des options de recouvrir après un délai de 3 ans. Donc, c'est important, évidemment, de se le noter à son agenda à titre de conseil d'administration, puis de le transmettre de conseil d'administration à conseil d'administration. Puis la problématique est souvent là. C'est-à-dire qu'on change de main le CA d'année en année et malheureusement, il n'y a pas nécessairement un suivi qui se fait. Donc, c'est important de le noter et de le dire. On parle à la trace, absolument. Le dire à son prédécesseur. On parlait, Marie, des formalités qui sont pas plus compliquées que l'avis d'hypothèque légale, préavis. Il y a toujours cette question-là parce qu'évidemment, les recours à la Cour, habituellement, on fait des mises en demeure. On avise les gens, évidemment, qu'ils doivent payer. Ce qui est dit par en fait, la législation ne nous oblige pas à faire mise en demeure pour inscrire un avis d'hypothèque légale à un copropriétaire. Par contre, c'est une bonne pratique de le faire. Évidemment, vous allez transmettre un avis de non-paiement, mais si ce n'est pas fait, une mise en demeure, en fait, c'est l'équivalent. Donc, vous avez besoin, évidemment, d'avertir votre copropriétaire qu'il n'a pas payé d'une façon ou d'une autre. Donc, ça il faut le faire. À la base, le copropriétaire, il sait qu'il doit payer ses frais de condo. Hein? C'est la base. Quand on achète une copropriété, ça vient avec. Donc, on n'est pas obligé de lui rappeler constamment qu'il est en retard, qu'il faut qu'il paye. De facto, je vous dirais que tous les syndicats de copropriété le font. Hein, ils essayent toujours tous les moyens nécessaires là, avant de prendre les grands moyens pour inciter le copropriétaire à payer, que ce soit par l'envoi d'un état de compte, une lettre gentille, une rencontre, un état de compte moins gentil, l'imposition d'intérêt, la perte du bénéfice du terme aussi qui sont appliqués, donc qui permet aux syndicats d'aller chercher des sommes à l'avance. Donc, souvent, les syndicats de copropriété vont utiliser tous les outils qu'ils ont en leur possession avant de passer à des recours un petit peu plus musclés puis mordants. Donc, de facto, c'est rarement un problème, ça, la question de la mise en demeure, parce que souvent, au contraire, les syndicats vont abuser des avis préalables. Ils vont mettre en demeure, puis mettre en demeure, puis mettre en demeure, puis mettre en demeure. Puis à un moment donné, il faut passer à l'étape d'après parce que visiblement, ça ne marche pas. Mais rappelez-vous que le copropriétaire, il sait et il doit payer ses charges communes. Et ce sera peut-être le mot de la fin de la présentation. Il n'existe pas de motif valable pour un copropriétaire de ne pas payer ses charges communes. Voilà. Alors, on va prendre les questions s'il y en a. Alors, pour l'instant, on a 3 questions écrites. La première, pouvez-vous redonner des exemples de pénalités ou autres frais qui ne sont pas des charges communes? S'il y a perception d'une pénalité, entre parenthèses, exemple, frais de retard d'un copropriétaire, ce moment devient un revenu dans l'état des résultats. OK. Alors, peut-être pas aller pour la première partie, donc, parce que ça va avoir plusieurs questions, la même question. Alors, les exemples de frais qui ne sont pas des charges communes, alors, ce sont tous les frais spécifiques à un copropriétaire qu'on va lui demander à lui tout seul et non pas en proportion du budget. Donc, les pénalités, ça en est. Les frais de câble ou d'Internet ne le sont pas non plus. Alors, pour certaines copropriétés, là, ils ont des systèmes communs. Donc, tous ces frais-là ne sont pas des charges communes. Les pénalités... Les réparations de sinistres également. Les réparations de sinistres, donc les frais qui sont réclamés lorsqu'on est responsable d'un sinistre. J'ai d'autres exemples qui peuvent nous venir. C'est les principaux qu'on voit, en tout cas. Et là, l'autre question, c'était... S'il y a perception d'une pénalité, par exemple des frais de retard d'un copropriétaire, et je pense que la question est-ce que ce montant devient ou pas un revenu dans l'état des résultats? Oui, c'est un revenu du syndicat de copropriété
comme le fameux revenu qu'on voit souvent dans les états financiers pour les clés et les puces. Alors, c'est la même chose. Alors, dans les états financiers, on voit souvent un revenu là, qui s'appelle revenu hôte, clés, puces et autres. Et on a souvent des montants qui sont là. Alors, ce sont les frais en plus extra que le syndicat va aller percevoir. Parfait. Donc, deuxième question, ai-je bien compris que le CA doit adopter une résolution suivant la GA pour mettre en vigueur le budget? Si oui, de quelle façon doit-on procéder? Alors, la réponse est oui. C'est la fameuse étape souvent sautée. C'est une résolution qui peut être très simple là, qui va dire, après consultation, le conseil fixe le budget tel que proposé ou avec les modifications suivantes, s'il y en a, et c'est signé avec la date à laquelle le conseil prend sa décision, tout simplement. Mais en cas de, parce que ça se peut qu'il y ait certains administrateurs qui ne soient pas d'accord avec le budget. Oui. Par exemple, l'exemple classique, vous êtes 3, 2 sont pour, 1 sont contre. Évidemment, vous ne pourrez pas signer une résolution écrite à la majorité, en fait, à l'unanimité dans ce cas-là. Vous allez devoir faire un procès verbal. Donc, vous tenez une réunion où chacun fait valoir son point, vous inscrivez le point sur le procès verbal et ensuite, vous prenez la décision à la majorité qui est prévue par votre déclaration. Évidemment, 2, habituellement, on est assez dans le bon range. Je vous dirais que dans certaines copropriétés, cette rencontre du conseil, elle se fait tout de suite après la fin de l'Assemblée des copropriétaires. Donc, on a une élection du nouveau conseil, tout le monde est là, puis on en profite pour faire cette ratification et ce qui permettra par la suite l'envoi des avis de cotisation aussi. Donc, prochaine question de Jonathan. Si une somme de 2022 est due et que le copropriétaire a une entente de paiement et ne paie plus, est-ce que le 3 ans part à partir de 2022 ou du dernier paiement de 2023? En fait, dans ce cas-là, il y aurait une reconnaissance de dette. Oui. Donc, ça partirait à partir de la reconnaissance de dette qui, elle, engendre un nouveau 3 ans. Parfait. De quel pourcentage pouvons-nous augmenter les frais de charges communes et de combien pourrait être le fonds de réserve? Alors ça, c'est l'éternelle question. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. En fait, l'augmentation doit suivre les besoins de l'immeuble. Alors, on a vu des immeubles qui avaient besoin de beaucoup d'amour, des immeubles qui avaient été mal entretenus, mal réparés, et qui rentrent dans un concept de grands travaux, là, de travaux très dispendieux, où on a vu des frais de condo doublés, triplés, quintuplés, des cotisations spéciales spectaculaires, parce que, en fait, les besoins étaient là. Il y avait eu un manque dans les dernières années qui font qu'il y avait une augmentation. Mais il n'y a pas de maximum à laquelle on ne peut pas dépasser en matière de frais de condo, de charges communes. Est-ce qu'il y avait une sous-question? Je ne me rappelle pas. De combien pourrait être le fonds de réserve? Le fonds de réserve, en fait, c'est le fonds de prévoyance. Encore là, lui doit faire l'objet d'une étude de fonds de prévoyance. Donc, il doit contenir ce fonds-là, les sommes nécessaires pour faire face, lorsque le moment arrive, le moment est là, aux réparations majeures et au remplacement des éléments communs de l'immeuble. Donc, encore là, il n'y a pas de limite au montant, c'est selon les besoins de l'immeuble en question. Alors, ensuite, prochaine question de PC. Est-ce que le syndicat peut demander des frais de condo supérieurs au montant calculé selon l'article 1064 Code part? Et il a rajouté plus loin, je parle des charges communes. Pas sûr de saisir la question. Que je comprends. Là. Alors, la cotisation se fait toujours selon la quote-part. Je ne sais pas si la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut cotiser plus que le montant de la quote-part. Qui est dû par la personne. Qui est dû par la réponse est non. La réponse est non. Peut-être qu'il y aurait lieu de préciser la question, là, parce que... Ou de lever sa main et nous parler. Ouais. Ah, ben super. Levez la main pour pouvoir poser votre question à l'oral si vous préférez. En attendant, on va passer à la prochaine question. Bonjour, est-il possible d'utiliser des montants de l'un des fonds de façon temporaire pour effectuer un paiement d'une charge commune? Alors ça, c'est probablement la question
des transferts entre fonds, là, les fameux emprunts de fonds à fonds qui ne sont pas normalement autorisés. Je ne vous dis pas que ça ne se fait pas, je vous dis que ce n'est pas quelque chose qui est permis. Alors, et le fait que le syndicat pense à faire des emprunts de fonds à fonds est clairement l'illustration d'un syndrome là, de manque de sommes. Donc, il n'y a pas les sommes suffisantes pour faire face aux besoins de l'immeuble, donc on est obligé d'aller emprunter. Le problème avec les syndicats qui empruntent de fonds à fonds, c'est que l'emprunt, le retour ne se fait pas. Non, exact. Alors, on est toujours en déficit, on a des fonds qui se doivent l'un à l'autre. Ultimement, on ne cotise pas pour rembourser un fonds puis un autre. Donc, on est en situation de non-conformité. Donc, la réponse à ça, facile, c'est non. Et les explications, c'est un petit peu plus long, mais il n'y a pas, normalement, il n'y a pas d'emprunt qui se font. Puis le principe derrière ça également, c'est que votre fonds de prévoyance, puis le fonds d'auto-assurance, c'est pas pour payer n'importe quoi. C'est très précis, Exact. les raisons pour lesquelles on peut débourser de ces sommes-là. Donc, il faut être très vigilant. Est-ce que la déclaration de copropriété est le seul document qui indique ce qui est commun à usage restreint? Est-ce que le certificat de localisation peut avoir un impact? Ça, c'est une super question. C'est une question qui a fait écrire beaucoup les auteurs en copropriété sur qu'est-ce qui arrive sur les parties communes qui ne sont pas écrites telles quelles dans la déclaration de copropriété. On se posait la question, par exemple, j'ai un balcon, puis la déclaration ne parle pas du tout de balcon. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une partie commune à usage restreint? Donc, là-dessus, il semble y avoir un consensus à l'effet qu'une partie commune qui l'est de par sa nature, que la déclaration de copropriété ou non le prévoit, est une partie commune à usage restreint. Donc, la nature de la partie commune va suffire pour la définir comme étant une partie commune à usage restreint. Et évidemment, c'est un consensus, mais c'est une notion également qui est difficile à appliquer quand ce n'est pas extrêmement clair. C'est-à-dire qu'un balcon, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dans votre unité et aller dans le balcon qui vous appartient, en fait, qui ne vous appartient pas, mais qui est adjacent à votre unité. C'est sûr que c'est une partie exclusive. Par contre, vous êtes quelques copropriétaires à utiliser une piscine parce que vous êtes les seuls qui aimez vous baigner. Ce n'est pas une partie exclusive parce que vous êtes les seuls qui aimez vous baigner. C'est une partie commune. C'est un choix des autres de ne pas aller se baigner, ils ont accès. Donc, il faut faire attention aussi à cette notion-là de partie commune usage restreint par configuration. Là. Oui, puis ça amène toutes sortes de problèmes aussi dans le cadre des copropriétés mixtes qui sont résidentielles et commerciales. Donc, si on a une déclaration de copropriété qui est un peu pauvre dans les définitions qu'elle donne et dans la description qu'elle donne, ça va amener toutes sortes de problèmes. Est-ce que telle porte, tout le monde l'utilise? Est-ce que la salle des déchets, tout le monde l'utilise? Puis là, on part dans des répartitions et dans des litiges, à n'en plus finir. Alors ensuite, question d'Elinda. Un administrateur en défaut de paiement, plus de 3 mois, perd son droit de vote. Lors de la GA, peut-il se présenter comme administrateur? Non. La réponse, c'est non. C'est ça. La réponse, c'est non. La loi est claire Ouais. maintenant là-dessus. Quelqu'un qui est en défaut, là, il ne peut pas. C'est un peu normal. Là, si lui ne paye pas ses charges, on voit mal comment il peut administrer l'argent des autres. Parce que ce n'est pas votre déclaration qui le prévoit. Peut-être qu'elle le prévoit, mais le Code civil le prévoit clairement, puis il n'y a pas de cas d'exception à ça. Là. Donc, si on revient un peu sur la question de tout à l'heure, oui. Est-ce que les quotes-parts des copropriétaires peuvent être changées pour augmenter les sommes payées par certains copropriétaires? Bon, alors... pas facile comme... C'est pas facile. On va essayer de donner une réponse claire à des questions énormes en copropriété qui sont la modification du pourcentage ou de la quote-part. La quote-part, elle est bien enchâssée dans une déclaration de copropriété et on s'y fie. Donc, c'est vraiment la valeur que représente mon unité par rapport aux autres dans l'immeuble et selon laquelle je vais voter et je vais payer. La loi permet, dans les 5 ans de la date de la publication de la déclaration de copropriété, à un copropriétaire de s'adresser à la Cour s'il existe une erreur dans l'établissement des quotes-parts. Donc, par exemple, une erreur qui a été faite, il y a une unité qui est beaucoup trop importante par rapport aux autres, où on a, ça arrive, un promoteur qui s'est peut-être octroyé des droits sur une unité, puis c'est pas correctement. Bref, s'il y a une erreur,
on a 5 ans pour faire cette correction-là. Après le délai de 5 ans, le tableau des quotes-parts, il ne va jamais changer, à moins du consentement de toutes les personnes touchées. Alors, qui peut être touché lorsqu'on commence à jouer dans un tableau de valeur relative? Bien, tout le monde. Parce que si je joue avec quelqu'un, toutes mes proportions vont changer. Donc, ça va nous prendre un consentement unanime des copropriétaires pour modifier ce tableau des quotes-parts après la période de 5 ans. Ça devient une opération assez difficile parce que souvent, le copropriétaire qui va se voir désavantagé suite à une modification, qui va dire, ben là, moi, je vais modifier puis je vais payer plus. Pourquoi je consentirais à ça? Un copropriétaire restant un copropriétaire et un payeur, ça devient des missions très compliquées. Donc, tout ça pour vous dire que la réponse est, dans les faits, oui, c'est toujours possible de modifier ce tableau-là. En réalité, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Une question de Nora. Quand considère-t-on qu'une cotisation spéciale est liquide et exigible? Lorsque l'avis est transmis au copropriétaire, que toutes les étapes ouais. ont été suivies correctement. Et il y a toujours une date de paiement. Hein? Lorsqu'on lève une cotisation, on suit donc les étapes que l'on a indiquées et il y a une date. Donc, le conseil va déterminer qu'elle est due pour telle date ou qu'elle est fractionnée en plusieurs paiements. Donc, elle va être due selon les dates qui sont fixées. Si un CA refuse carrément de faire un budget prévisionnel, que peut faire un copropriétaire insatisfait pour le forcer et surtout qui paye? Et ensuite, il a mis une petite explication disant que c'est simplement un copropriétaire. OK. Il s'adresse à la cour. Ben là, ça ne va pas très bien. Non, ça va Quand pas. on a un conseil d'administration qui refuse de faire un budget, ça fait partie de leurs obligations, à tout le moins annuelles, hein, dans leurs obligations, à même la déclaration de copropriété. Ils doivent établir ce budget, qui donc est un élément essentiel de leur mandat. Donc, s'ils ne le font pas, première option, ce serait peut-être de penser à les changer. Donc, soit destituer vos membres et les remplacer. Parce que c'est une faute qui justifie la destitution. Exact. C'est vrai, ça fait partie de leur mandat de le faire. Et s'il n'y a pas de budget qui est fait, il n'y a donc pas de paiement qui doit être fait par les copropriétaires non plus. Fait comment est-ce que la copropriété peut, sur une période de quelques mois, commencer à ne pas faire faillite, en fait. fait. C'est ça, puis payer tous ces fournisseurs de services. Alors, donc, il y a la question de la décision et du remplacement. Ultimement, on peut aussi s'adresser à la Cour pour qu'un budget soit fait, pour qu'un administrateur même soit nommé pour mettre un petit peu de l'ordre dans une copropriété dysfonctionnelle. Parfait. Donc, ensuite, prochaine question d'Éric. Pouvez-vous rappeler la différence entre un fonds de prévoyance et une réserve pour imprévu? Et quel pourcentage d'un budget annuel devrait être consacré à la mise en place d'une réserve pour imprévu, à même le fonds général d'une copropriété? En fait, une réserve à imprévu, ce n'est pas un compte bancaire qui est existant dans un syndicat. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, à même votre compte courant, prévoir une somme qui peut-être pourrait être utile, mais le fonds de prévoyance, c'est toutes les sommes qui doivent être cotisées pour voir au remplacement et la réparation majeure à long terme des parties communes et parties communes à usage restreint. Donc, et ce pourcentage-là, il est prévu actuellement, c'est 5 du budget. Évidemment, minimum, et ce qui est évidemment pas assez, puis c'est pour cette raison-là que le législateur a adopté des modifications pour venir obliger, on l'espère bientôt, une étude de fonds de prévoyance. Vous avez sûrement, pour la plupart, je sais qu'il y en a plusieurs qui regardent souvent nos speed condos, on en a discuté longuement, et on a mentionné tantôt, ce n'est pas encore une obligation, mais c'est quand même une excellente pratique d'avoir cette étude de fonds de prévoyance-là. Donc, la réponse, c'est il faut cotiser 5 minimum du budget pour le fonds de prévoyance. Le fonds pour les imprévus, si vous voulez prévoir une somme de plus que ce qui est nécessaire pour le fonds d'auto-assurance prévoyance, puis en prévoir une dans le fonds, dans le compte courant, vous pouvez, mais il n'y a pas de somme légale minimale. C'est clairement à l'opposé, hein, parce que, comme leur nom l'indique, imprévu puis prévoyance, c'est complètement le contraire. Alors, vous avez vraiment le fonds de prévoyance qu'on essaie de prévoir à l'avance qu'on a besoin.
Puis le fameux imprévu, c'est un coussin là, que la Ouais. copropriété va se donner pour faire face à des choses qui peuvent arriver en cours d'année puis qui n'étaient pas prévues. Alors, ce sont vraiment deux items complètement différents. Le fonds de prévoyance est complètement à part, tandis que ce que vous appelez votre fonds d'imprévu, qui est en fait un item du budget Ouais. régulier, là, qui s'appelle réserve imprévue. Il y a différents noms, là, mais c'est vraiment un item du fonds de roulement ordinaire. Parfait. Donc ensuite, il y a Linda qui nous demande quel est l'article de loi. Donc si je reviens dans les échanges précédents, je pense qu'il est question de l'article de loi pour un administrateur qui est en défaut de paiement et qui aimerait se présenter comme administrateur. 1086. J'aurais tendance à dire 1086, mais On n'a pas de code avec nous, J'ai mais pas je peux, de code avec je peux vérifier en ligne si vous voulez. On va vérifier rapidement. Donc ensuite, autre question de PC, est-il possible de surfacturer une partie de certains travaux? Par exemple, la remise générale des balcons en béton, mais dont un copropriétaire a été fortement négligent dans son entretien, ce qui a entraîné des dommages beaucoup plus élevés. En hauteur, il est difficile de contrôler l'entretien, même s'il est demandé de l'entretenir dans la déclaration. alors encore là, je ne suis pas certaine de comprendre la question. Est-ce que la question, c'est de savoir est-ce que le syndicat peut réclamer d'un copropriétaire qui peut-être a causé des réparations, le besoin de réparation plus rapide parce qu'il a mal entretenu? Je ne sais pas si c'est ça l'aspect qu'on veut traiter. Quand on parle de surfacturer, là, déjà surfacturer, la réponse c'est non, on ne peut pas surfacturer. Maintenant, si la question c'est de savoir est-ce qu'on peut réclamer d'un copropriétaire X les montants supplémentaires qui sont requis pour faire face à des travaux qui seraient dus en raison du mauvais entretien ou de l'usage qu'il a fait d'un espace commun, ça c'est possible aussi. Évidemment sous réserve d'une preuve, qui est toujours un petit peu complexe à obtenir, c'est-à-dire est-ce que vraiment le mauvais entretien ou l'absence d'entretien ou l'utilisation d'une partie commune par un copropriétaire fait en sorte que son remplacement ou sa réparation majeure arrive plus rapidement que prévu ou coûte plus cher que prévu. C'est une preuve d'expert. Ouais, ça prend un rapport d'expertise. Ça prend un rapport d'expertise et ce n'est pas toujours facile de requérir d'un expert qu'il statue sur quel pourcentage, quel montant, quelle partie pourrait-on lui exiger. Mais admettons qu'on est capable de faire tout ça, que vous avez un expert qui vous dit, oui, écoutez, il y a 15% des travaux là, qui n'auraient jamais dû être faits par la copropriété si ce n'avait été de l'utilisation X de monsieur. À ce moment-là, on pourrait réclamer ces montants-là directement à monsieur sans passer par des charges communes. Je ne sais pas si c'est ça. Et je dis monsieur, c'est tout à fait pas correct de ma part. Le copropriétaire pourrait être une madame aussi. Et pour répondre à la question, c'est bien 1086. Parfait. Donc, prochaine question, pouvons-nous modifier 2 fois par année, par exemple, les frais de condo? Certainement. Si vous avez plusieurs assemblées de copropriétaires avec plusieurs budgets, c'est Ça semble complexe quand même. C'est tout à fait là, possible d'avoir un budget annuel, mettons, qui prévoit une augmentation de frais de condo. Et dans le courant de l'année, une assemblée spéciale avec un budget spécial qui va aussi prévoir une augmentation. Donc, en effet, c'est possible. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais c'est possible. Exactement. Donc, il y avait un petit ajout qui est venu par la suite. Et évidemment, il y a eu une assemblée spéciale. Voilà. Ensuite, prochaine question. Si le conseil d'administration envoie l'avis des charges communes, mais n'a pas émis une déclaration de l'adoption du budget suivant la consultation de l'Assemblée, quelles en sont les conséquences? Donc, je crois vraiment qu'on reparle de l'étape que le conseil n'a pas fixé le budget, c'est bien ça? La déclaration, je pense que c'est ça, oui. La déclaration, ça doit être ça. Donc, le conseil n'a pas pris la décision de fixer le budget. Ben, techniquement, il y a une erreur. Il y a comme un manque dans la chaîne là, qui pourrait donc affecter l'exigibilité des charges communes. Parce que la question de monsieur, je comprends, c'est également de savoir c'est quoi les conséquences. Évidemment, il faut, au niveau des conséquences, s'il n'y a pas de dommage à ça, on comprend que le CA, lorsqu'il envoie cet avis-là, est en accord avec ce qu'il va envoyer. Par contre,
ça ouvre la porte à des problématiques, à des contestations. Donc, ça vient fragiliser la cotisation qui est faite ou la charge commune qui est due. Là. Par contre, ce n'est pas fatal parce que le conseil pourrait toujours se réunir, ne serait-ce que d'urgence, fixer ce budget et réenvoyer les avis de cotisation. Aussi une question de Daniel. Qu'en est-il des dépassements budgétaires matériels sur des projets annoncés en assemblée ou pour des projets non prévus? Entre parenthèses, ordre de dépenses de plus du double de ce qui a été budgétisé. Alors, les dépassements de coûts sont aussi quelque chose de populaire. On voit comment nos différents paliers de gouvernement gèrent bien ça aussi, la question des travaux puis des dépassements de coûts. Ce n'est pas illégal pour un conseil d'administration de vous indiquer en assemblée qu'il va y avoir des travaux sur la toiture de l'ordre de, mettons, 15 000 et puis qu'ultimement, la facture est de 25 000 ou de 30 000. Ce n'est pas forcément illégal, c'est-à-dire que le pouvoir du conseil est celui de voir aux travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble et ce que vous votez, c'est un montant du budget. Donc, je m'explique. Vous ne votez pas les items, vous n'êtes pas consulté sur les items spécifiques du budget et ces items spécifiques ne lient pas le conseil d'administration. Alors, je donne un exemple. Mon budget annuel, il est de 100 000 et ce 100 000 $-là est composé d'un paquet d'items au budget. Il est ventilé et à l'item, par exemple, je ne sais pas, travaux d'aménagement paysager, mettons, j'ai un item de 3 000 et cet item-là, dans le fond, va me coûter 10 000. Le conseil n'est pas tenu au montant de 3 000 qui est ventilé. Le conseil, ce qu'il cotise, c'est le montant de 100 000 du budget. Alors, où le conseil va avoir une problématique, c'est lorsqu'il fait des travaux et qu'il n'a pas la capacité financière de les payer. Dans ce cas-là, ce qu'il va devoir faire, c'est reconvoquer une assemblée spéciale, budget spécial et recotisation des copropriétaires. Alors, prochaine question. Dépôt au fonds de prévoyance annuel est généralement entre 0,5 et 1% de la valeur de reconstruction de la copropriété. Est-ce que la valeur totale du fonds de prévoyance peut-il aussi être estimée en pourcentage de cette valeur? Exemple, évaluation à 2 millions est égal, le fonds de prévoyance total de 5% serait de 100 000. Alors, encore là, je pense qu'il y a eu dans tous les comités et les dépôts là, qui ont été faits quant à comment devrait être constitué le fonds de prévoyance, il y a eu à un moment donné une tendance qui voulait mettre un pourcentage de la valeur de reconstruction de l'immeuble comme étant le montant à détenir dans le fonds de prévoyance. Ce n'est pas, par contre, ce qui a été retenu. Actuellement, on est encore à un minimum de 5% du budget annuel et ce qui sera, ce sera vraiment les sommes nécessaires prévues à l'étude de fonds de prévoyance pour faire face à l'immeuble. D'une façon ou d'une autre, de façon préventive, ce n'est pas mauvais qu'il y ait eu une ou l'autre des voies qui soient respectées par le syndicat actuellement, mais ce qui s'en vient, c'est plus un fonds de prévoyance qui va être calqué selon l'étude qui sera faite. Prochaine question de Sylvie. Pouvez-vous nous redonner le numéro de l'article auquel se référer pour un amendement à la charte de copropriété? C'est 1097 du code. Et ensuite... Je pense que c'était 1086 qui est... Non, pas la même question. Pour une notification une deuxième fois sur les frais condos, donc est-ce qu'il faut comprendre qu'il faut représenter le budget? Pour représenter un nouveau Oui. selon ce qui est prévu. Parfait. Prochaine question de Michel. Est-ce légal pour un conseil d'administration de présenter un budget déficitaire? Ça ne fait pas partie des principes de bonne gestion. Alors, le mandat du conseil d'administration, c'est celui de voir à la bonne gestion de l'immeuble, à l'administration correcte, à la conservation, en fait, du bien immobilier. Alors, présenter un budget déficitaire,
ne rentre pas dans le cadre de ce mandat-là parce qu'on est en train de dire aux copropriétaires, je vous le dis tout de suite, je n'aurai pas l'argent nécessaire pour assurer la conservation de l'immeuble. Alors, un budget déficitaire va forcément amener un appauvrissement ou une détérioration de l'investissement commun, ce qui est contre le mandat. Alors, non, ce n'est pas une pratique à faire. Mais surtout qu'on n'est pas dans une logique d'investissement non plus agressif, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir se mettre déficitaires pour faire un investissement à long terme, aller chercher du profit par la suite, mais ce n'est pas du tout l'objectif du syndicat. L'objectif du syndicat, c'est conserver son immeuble. Exact. Point à la barre. Là. Alors, il est déjà 5 heures, donc on va finir avec les 2 dernières questions. Oui. Première question de Pierre. Est-ce que l'avis de cotisation doit être transmis à chacun des copropriétaires personnellement suite à l'adoption du budget? Oui. Oui. Ce sont tous des Ça allait quotes-parts plus différentes. facile. C'est tous des quotes-parts différentes. Donc, vous pouvez pas, si c'était divisé en 12, par exemple, ce serait facile de l'envoyer à tout le monde en disant c'est le 12e du montant, mais là, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas tout le monde qui va avoir le réflexe d'aller voir dans la déclaration, faire le calcul. C'est à vous de mâcher ce travail-là puis le remettre au copropriétaire. Là. Et donc ensuite, dernière question pour ce soir. Comment gérer la faillite d'un copropriétaire ou même le décès s'il y a refus de succession? Risque-t-on d'être perdant, surtout en pleine cotisation spéciale étalée sur plusieurs mois? Alors, la réponse à ça est non, mais il faut être patient. Alors, en cas de décès ou en cas de faillite, le bien immobilier, lui, il va perdurer. Hein? Il va perdurer. Alors, en cas de faillite, vous avez un créancier hypothécaire qui va le reprendre, qui va soit le reprendre carrément ou le revendre. Donc, dans les faits, vous allez être payé à un moment donné ou plus ou moins proche du processus. Donc, il n'y a pas de risque que vous ne soyez pas payé. Il y a un risque, par contre, que vous attendiez un petit peu. Même chose dans le cas d'un décès. Le bien immobilier, dans le cadre d'un décès, il va être transféré à quelqu'un, à une succession, à un individu, ou il va être vendu, peu importe. Le bien, il va changer de main. Et encore là, au changement de main, vous allez être payé. Donc, dans les 2 cas, le principal problème, c'est l'attente. Il va y avoir un moment, effectivement, où vous n'aurez pas d'interlocuteur qui va pouvoir vous payer. Donc, il faut être un peu patient, mais rassurez-vous, dans les 2 cas, vous allez être payé. Et la beauté là-dedans également, c'est que c'est le notaire qui va être votre meilleur ami, qui va lui voir au moment de la transition, parce que souvent, quand on parle de succession, on va parler de vente, parce que ce n'est pas tous les liquidateurs qui veulent résider dans la propriété du défunt. Donc, on va passer par le notaire qui, lui, va s'assurer, vous n'avez pas besoin d'écrire au notaire, il va vous écrire quand ça va se faire pour avoir l'état des charges communément. C'est ce qui terminait, je comprends. Bien, merci à vous. Vous êtes toujours bien nombreux. On est toujours bien heureux de vous parler. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir.